mais eux, ils étaient partis pour encore jusqu'à minuit, si on les laisse. Hein. Ils sont extraordinaires. Et là, on allait refaire toute la crise de l'euro. Alors, c'est passionnant. Moi, je peux vous écouter toute la soirée. Heureusement qu'on a des vidéos de BFM TV, de toutes les interventions télévisées de nos deux stars ici présentes. Merci, Andreas, de vous joindre à nous aussi. Alors, Andreas, si Trump gagne, sera-t-il favorable, lui, à un dollar fort ou faible? Sur quelle monnaie et sur quel secteur il faudrait miser pour anticiper les deux différents gagnants, Clinton ou Trump? Mais d'abord Trump, le scénario Trump avec le dollar, pour commencer. Alors, si on regarde les marchés depuis un mois, 2 mois, on voit que chaque fois que Trump était en haut des sondages, les marchés ont légèrement corrigé. Donc, parlez un peu plus près du micro, je ne sais pas si tout le monde vous entend. Allô ? Oui, pardon. Ouais. Alors, à chaque fois que Trump montait dans les sondages, les marchés ont eu tendance à corriger. Trump est considéré comme le vote qui va mener l'incertitude, le changement. Donc, dans les marchés fonctionnent de cette manière. Dès qu'il y a de l'incertitude, le marché généralement n'aime pas ça, en tout cas à court terme. Donc à très court terme, en cas d'élection de Trump, ça serait négatif pour le dollar. C'est un peu l'équivalent du Brexit au niveau américain. On peut voir une situation similaire au Brexit. Parce que vous avez vu qu'on a un petit peu un découplage entre la politique et la finance. Et donc ce que les marchés et les entreprises veulent, en gros, c'est parce que parfois les populations choisissent. Donc Trump, c'est un peu ça ou bien Trump a des idées, en tout cas dans sa campagne, après comme l'a dit M. Delamarche, entre ce qui est dit dans la campagne et ce qui suit par la suite n'est pas forcément, c'est deux choses bien distinctes, mais il a une campagne qui est basée sur le protectionnisme, éventuellement il a des idées de rejeter ou même renégocier des accords commerciaux, donc en général ça devrait être négatif pour les imports, pour les exports aussi, donc ça veut dire que le dollar sera moins en circulation dans le monde. Mais il va renégocier des traités, il a dit, pour favoriser les États-Unis. Donc, oui, mais après, c'est favoriser c'est son opinion personnelle, mais c'est pas l'opinion des marchés. Ça sera peut-être accepté par d'autres. Oui. Si lui va rejeter des accords, ça va également affecter ses exports à lui. Donc, le dollar va baisser, le marché des actions en général va corriger. Quel secteur pourrait gagner si Trump... là, on a effectivement s'il remontait même dans les sondages, puisque même maintenant, on le voit perdre un peu ses chances d'être élu. Mais c'est dans 3 semaines encore. Mais quel secteur pourrait gagner? Alors, effectivement, si le dollar s'affaiblit, ça sera bon pour les multinationales et les exportateurs. Ça devrait également être bon pour le secteur bancaire, car il a comme idée de déréguler les banques. Et également le secteur de la consommation, en tout cas on parle à court terme ici, parce que comme dit, on va voir s'il va pouvoir tenir son rang ou pas. Mais son objectif est d'augmenter les dépenses publiques et également de couper les impôts à tous les échelons, que ce soit pour les plus riches, mais aussi pour les plus pauvres. D'accord. Ça, c'est secteur de la consommation. En général, pour la consommation, c'est positif, vous savez? Excusez-moi? Quel secteur? La consommation. De la consommation. Home Depot, Amazon, Nike, Starbucks. Tout ce qui est énergie nucléaire et pétrole aussi, si j'ai bien compris, puisque lui, il est en faveur des énergies traditionnelles. C'est bien possible. Après, qu'ils soient en faveur des énergies traditionnelles, c'est pas forcément une bonne chose pour le prix du pétrole, donc pas forcément non plus pour le pétrole en lui-même. Après, non, le pétrole, plutôt c'est pour les groupes pétroliers, mais pas pour les prix du pétrole. C'est pas vraiment lui qui a le contrôle sur le prix du pétrole, malheureusement. Oui. Il y a un petit biais politique qui est quand même assez amusant. Imaginons aujourd'hui que M. Trump, effectivement, soit élu. Alors, le dollar, c'est une chose. La monnaie qui, pour l'instant, fait des sauts de cabri chaque fois qu'il y a une remontée de la courbe de Trump, dont les probabilités de victoire, c'est le peso mexicain qui chute. Nous sommes d'accord. Oui. Donc là, il y a une vraie conséquence sur le peso. Mais ce qui est beaucoup plus sioux... Le dollar canadien aussi, je crois. Il va chuter si Trump... Oui, parce que...
Un petit peu de risque pour toute l'ALENA, toute la zone de l'ALENA. Disons que le Canada exporte énormément d'énergie, c'est le premier fournisseur d'énergie des États-Unis, je crois même devant l'Arabie Saoudite. Oui. Et Monsieur Trump, lui, polluer les côtes de l'Alaska, ça le dérange pas du tout. Le réchauffement climatique, il n'y croit pas. Il sait que c'est un bobard qui a été inventé par les Chinois, n'est-ce pas? Il l'a dit, donc je vous le répète. Dans ce cas-là, les États-Unis vont effectivement extraire tout le pétrole qu'ils peuvent. Mais le problème que je voulais soulever est beaucoup plus sioux, c'est que si M. Trump était élu, il n'aurait probablement pas, ou il perdrait la majorité au Congrès, puisqu'il y a quand même 150 parlementaires américains qui l'ont lâché publiquement. Donc le président des Républicains, M. Paul Ryan, mais également Condoleezza Rice, je ne vais pas tous vous les citer, mais ces gens-là, si M. Trump est élu, se retrouvent en porte-à-faux. C'est des traîtres. C'est comme s'ils appelaient à voter Hillary. C'est un petit peu comme en 2007 en France entre Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Tout le monde a voté Jacques Chirac, et y compris ceux qui étaient du camp adverse ont appelé à voter pour l'autre. C'est un peu ce que sont en train de faire les républicains par rapport à M. Trump. Donc si M. Trump est élu, il pourra compter que sur 2/3 des députés républicains qui ne feront pas une majorité. Alors ensuite, M. Trump, il veut mettre des barrières douanières. Mais il faut que ça soit voté par le Congrès. Il n'aura pas de majorité. Quoi qu'il veuille faire maintenant, s'il est élu, il n'aura de toute façon pas de majorité. En tout cas, c'est mon pari. Donc il n'y aura pas de revirement là. Il a déjà perdu le Congrès. Il part un petit peu avec un handicap. Olivier, vous voulez ajouter quelque chose? Si vous voulez, je pense que ça ne change rien. C'est-à-dire que ce soit Trump ou que ce soit Hillary Clinton, c'est pas ça qui va donner du revenu aux Américains. On est d'accord. Donc, je veux dire, il faut quand même se méfier. Il est rare qu'un événement prévu, comme des élections, on a une date, qu'un événement prévu et un événement politique change complètement la tête des marchés. C'est rarissime. Souvent, ça accouche d'une souris. Je vous rappelle les frayeurs qu'on se faisait systématiquement en fin d'année sur le dépassement du plafond de la dette et le Congrès n'allait pas la voter et ça allait être terrible et les Américains allaient être en cessation de paiement. Ah oui, non, ça vient même pas dans les gros titres des journaux. Voilà, ça vient systématiquement, c'est voté, systématiquement, ça passe, c'est un non-event. Et j'ai bien peur que, en tout cas dans un premier temps, ça ne change pas grand-chose sur les marchés. Et que ça ne change pas non plus grand-chose finalement dans l'économie, puisque, quoi qu'il arrive, le président sera paralysé par un congrès qui ne sera pas forcément d'accord avec lui. Donc, il y a beaucoup de paroles, il y a peu d'actes derrière, et finalement, il y a peu de changements. Mais justement, pour rester sur ce thème, est-ce qu'il y a un de ces deux candidats, finalement, qui a intérêt à calmer le jeu au niveau des guerres au Moyen-Orient, puisque les intérêts américains restent les mêmes, quel que soit finalement l'occupant de la Maison-Blanche. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt économique à arrêter ces interventions en Syrie, etc., en Irak, en Afghanistan, au Liban, dans toute cette région, que ce soit de manière ouverte ou couverte, mais il n'y a pas d'intérêt. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un intérêt pour eux de se retirer, pour l'instant. Oui, Philippe. L'affaire syrienne, elle est absolument inextricable. Et c'est parfait, puisque c'est une guerre qui ne peut pas être gagnée ni par les chiites, ni par les sunnites. Or, c'est bien ce à quoi on assiste quand même d'un point de vue géopolitique. On a une tentative de création d'un arc sunnite entre l'Arabie Saoudite passant par le sud de l'Irak, le nord de la Syrie qui serait transformé en califat, et ça irait jusqu'à la Turquie, qui est également sunnite. Et vous avez la logique inverse, qui est une logique est-ouest, où là vous avez Monsieur Assad qui s'appuie sur une minorité chiite,
mais qui est quand même très présente, et qui veut lui créer un axe qui est donc Damas, Der Ar-Zor, Mossoul, Bagdad, Téhéran. Et les deux routes se croisent effectivement à Der Ar-Zor. Et la question est de savoir qui arrivera à construire cette route. C'est une grande partie de go géopolitique, mais tant que personne ne parvient à remporter la victoire, on vend des armes. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver. Donc, Monsieur Trump, le secteur de la défense, il sera aussi porté dans les deux cas. Monsieur Trump, Monsieur Trump, il est pour que Monsieur Trump voudrait finalement que tous les belligérants règlent leurs problèmes par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, l'Amérique arrête de livrer des armes à ISIS, puisque c'est officiel quand même, je vous apprends rien. Livre des armes à l'Arabie Saoudite qui ensuite les transfère à ISIS, etc. Donc, Madame Clinton, elle veut que la configuration actuelle perdure le plus longtemps possible. Monsieur Trump pense qu'on peut arrêter. À ce moment-là, je ne vous fais pas de dessin. Monsieur Poutine, lui, continuera d'aider Monsieur Assad. Et ça sera donc l'axe Bagdad, Mossoul, Téhéran qui finira par s'imposer. Voilà où on en est. Donc aujourd'hui, Monsieur Trump pense qu'on peut s'entendre avec Monsieur Poutine, et ce qui est absolument inaudible de la part des néoconservateurs qui maîtrisent la politique extérieure américaine depuis 25 ans, que ce soit démocrate ou républicain, ça n'a aucune espèce d'importance. Une oligarchie, il y a une politique qui va être maintenue de toute façon, quel que soit finalement le vainqueur, je pense, non? Là, de toute façon, Monsieur Trump... L'entente avec la Russie, on a du mal à J'aimerais qu'il soit à cette table ronde, oui, et qu'il nous explique sa vision du conflit en Syrie, au Yémen, etc. Ça sera extrêmement instructif. Il faudrait déjà qu'il soit capable de montrer que le Yémen est au sud de la Syrie et pas l'inverse. Exactement. Bon, avant de revenir sur des questions plus liées au marché, Andreas, qu'est-ce que Hillary Clinton fera de mieux qu'Obama durant les 8 dernières années, à votre avis? J'en ai aucune idée. Mais est-ce qu'on peut avoir un espoir qu'elle va elle avoir un peu plus justement d'impact sur la politique? Parce qu'Obama, il avait promis énormément de choses. Finalement, sa politique, on a vu qu'il a très peu de marge de manœuvre. Est-ce qu'elle va pouvoir plus influer sur... par exemple, elle veut les énergies propres. C'est quelque chose qu'elle veut faire. Elle veut vraiment que la plupart des ménages américains ils fonctionnent avec des énergies solaires, etc. Je pense que Hillary, c'est principalement une continuité de ce que Obama a déjà fait. Déjà, on l'observe déjà aujourd'hui par rapport à ce que vous mentionnez. Les investissements en infrastructure dans le solaire et dans l'éolienne sont au plus haut niveau, sont plus élevés même que les investissements dans les infrastructures d'énergie plus conventionnelle. Personnellement, c'est pas non plus mon secteur de spécialité. Je suis plus axé sur les marchés, donc je ne pourrais pas vraiment dire. Mais si je résume un peu tout ce qui s'est dit sur cette table ronde, en gros, Trump ou Clinton, les marchés s'en fichent un peu, même avec un candidat qui est quand même assez extrême parmi les deux cette fois-ci, c'est pas impactant pour les marchés, je crois que on a bien compris. Les monnaies, peut-être quelques mouvements sur les monnaies. On n'a pas beaucoup de mouvements, on n'a pas beaucoup de volatilité. D'ailleurs, la volatilité est au plus bas pour une période qui précède des élections, ce qui est assez étonnant. D'habitude, la volatilité est plus élevée avant les élections. Généralement, oui. Historiquement, c'est la première fois qu'on a une volatilité aussi basse. Alors, soit le marché ne croit pas du tout que Trump peut gagner. Il peut très bien se tromper. On l'a vu avec le Brexit. Tous les bookmakers annonçaient... oui, je crois que le marché parie très largement sur Hillary, là, c'est sûr. Ça, voilà, je pense que ça va être plus serré que ça. C'est clair, ça, oui. Voilà. Oui. Je pense que pour que le marché parie sur quelque chose, il faudrait qu'il y ait encore un marché. Oui, alors aujourd'hui, non mais sérieusement, les banques centrales ont cassé les marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de marché. Un marché, c'est quoi? Oui. C'est des offres, des demandes. Alors, j'aimerais qu'on reste sur ce sujet parce qu'il est très intéressant. Aujourd'hui, vous n'avez plus des offres et des demandes. Oui. Vous avez des offres et une demande.
c'est la Banque centrale. C'est elle Voilà. qui fixe le Non, prix mais j'aimerais des que actifs. vous, Olivier, j'aimerais que vous répondiez au monsieur qui est là, avec qui on discutait tout à l'heure, oui. Et il m'a dit, mais finalement, le shadow banking, c'est le marché libre. Alors, moi, j'avais envie de lui répondre, ça ne peut pas être le marché libre parce que les taux d'intérêt ne sont pas libres. Si c'était vraiment des taux d'intérêt libres, si la Fed n'intervenait pas artificiellement pour les maintenir à des taux qu'ils n'auraient pas naturellement, eh bien, ce seraient des marchés libres. Donc, est-ce que vous n'êtes pas d'accord ? En quoi ce sont des marchés libres ? Alors, vous voulez... est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un micro ? En quoi ce sont des marchés libres, le shadow banking system ? Expliquez-nous. Donc, en fait, pour moi, le fait que le shadow banking, Parlez un peu plus fort. comme vous l'avez décrit, donc le shadow banking en l'occurrence, il existe et les taux sont plus élevés typiquement dans le crowdfunding ou dans des marchés justement qui sont extérieurs au marché bancaire. Et pour moi, c'est effectivement le marché libre qui s'applique à l'extérieur du marché où le taux est supprimé de manière artificielle. Alors non, moi je pense que le shadow banking, il est né grâce au taux de la Fed, justement. Vous voyez, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est une conséquence des taux de la Fed. Oui, mais attention, parce que faut pas croire que vous ayez dans le shadow banking des prix très différents du marché, du marché officiel. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'arbitrage. Si vous aviez le moindre écart, les banques l'arbitreraient. Et donc, le problème aujourd'hui, réellement, c'est que on continue tous à parler de marché alors qu'il n'existe plus. Il n'existe plus sur les devises, oui. Il n'existe plus sur les taux, il n'existe même plus d'ailleurs sur les actions. Vous avez un taux, c'est celui de la Fed, sur lequel se basent tous les autres taux, on est d'accord ? Les taux des dérivés, les taux des swaps, les taux du Libor, tout ça. Alors le taux du marché monétaire aussi, évidemment, et le taux repo, le fameux taux repo qui est le financement à court terme sur lequel tout l'édifice du shadow banking repose, est complètement indexé au taux de la Fed. Donc c'est quand même la Fed qui donne le ton ici et qui est le régisseur, le gérant du shadow banking, à mon sens. On est d'accord, Andreas ? Oui. Vous n'avez pas commenté le shadow banking qui est un des thèmes quand même. Là, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, vous mentionniez justement le risque, c'est qu'il y a une augmentation du taux d'intérêt oui. Et le fait que ça pourrait avoir des répercussions catastrophiques sur justement le shadow banking qui dépendent des taux, qui sont liés à ces taux. Oui. Moi, ce que je pense, c'est que on a une politique de sortie aux États-Unis. On est en train d'augmenter les taux, mais on va les augmenter encore une fois en décembre. Ah, vous êtes certain qu'ils vont monter en décembre ? Oui, ils vont monter en décembre. Ils vont monter à combien ? À 0,75 ? Oui, de 0,5 à 0,75. Mais même s'ils le faisaient, c'est des taux zéro, c'est toujours des taux zéro pour moi. Oui, ça reste des taux zéro. C'est pas des. Non, c'est pas qu'on est en train d'augmenter ce que je veux dire, c'est qu'ils sont en train de sortir. Néanmoins, on est dans un environnement où on a une croissance qui est faible, et je pense que cette croissance faible, il va falloir s'y habituer. C'est la nouvelle normalité, et on a vu depuis 2009, néanmoins, les sociétés ont été capables de générer des bénéfices dans cet environnement, de par des baisses de coûts, mais aussi par le biais de la technologie, par exemple, l'énergie renouvelable. Les entreprises se sont adaptées, se sont serrées la ceinture depuis la crise, et aujourd'hui, on est en termes de bénéfices nets des entreprises au point le plus haut, et on est largement plus haut qu'en 2008. Donc, les entreprises arrivent quand même à générer des bénéfices, même dans un environnement qui est difficile en termes de croissance. Philippe. Je vais juste terminer avec ça. Pardon. Vu que la croissance est faible, elle est relativement faible, et que toutes les autres banques centrales restent relativement accommodantes, les États-Unis n'ont pas à se presser. Et surtout que si le dollar monte trop fortement, et ça serait le cas s'ils augmenteraient rapidement, vu que personne d'autre monte, vu que c'est les seuls à le faire, ça mettrait en danger les matières premières et les pays émergents en même temps. Donc là, effectivement, il pourrait avoir un effet boule de neige. Donc ils n'ont aucun intérêt à augmenter trop vite. Ils vont l'augmenter lentement. Donc je pense qu'au niveau du shadow banking, après le shadow banking, c'est pas mon expertise. Ça fait 4 ans qu'ils disent qu'ils vont relever les taux d'intérêt. Non, c'est pas vrai, ça fait pas 4 ans.
Oui, ça fait 4 ans, je vous assure. Moi, Oui, le c'est- premier papier que j'ai écrit... Ben Bernanke l'avait déjà théorisé. Oui. Euh, En Oui, 2013, mais il y a eu début le tapering, 2013. ils ont réduit d'abord Ils ont fait le programme tapering de d'abord. tuning. Le tapering, ils ont commencé par le tapering. Une fois que le tapering était à zéro, ils ont augmenté les taux. Maintenant, effectivement, ils le retardent, mais comme j'ai dit, vu dans la conjoncture actuelle où on voit la Banque centrale européenne au taux négatif, la Banque centrale du Japon au taux négatif également, pourquoi eux devraient monter? Ça catapulterait le dollar au ciel et en gros, ça serait mauvais pour tout le monde. Et Qu'est-ce qui les- vous les rend si Américains- certain qu'ils vont relever les taux et qu'ils ne vont pas au contraire se diriger vers une logique de taux qui redescendent, voire qui deviennent négatifs? C'est très présent dans le débat, hein. On peut le lire parce que tous les Je jours, pense même que le problème n'est pas dans de la savoir presse s'ils vont financière. remonter les taux en décembre ou pas. On s'en fout. Ils remontent les taux de 0,25 points en décembre. C'est le cadeau de Noël de Madame Yellen. On s'en fiche complètement. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si on est au début d'une série de hausses des taux, comme on l'a été dans le passé. Pourquoi? Parce qu'avant, on avait des cycles qui étaient finalement déterminés par les banques centrales et qui étaient assez clairs. On avait un cycle, quand il y avait de la croissance, la banque centrale petit à petit réduisait l'accès au crédit, montait les taux d'intérêt, parce qu'il y avait des tensions à ce moment-là, tensions salariales, tensions sur les prix, et elle réduisait l'accès au crédit, et à ce moment-là, elle incurvait la courbe, et vous alliez dans un cycle baissier, avec une croissance plus faible. Alors après, la question, Oui, mais... c'était quoi? C'était de se dire si ça allait être un hard landing ou un soft landing. Ça a toujours été des hard landing, mais enfin, c'est pas grave. Jusqu'à ce qu'ils le comprennent, on continuait à discuter de ça. Ensuite, en accompagnant la baisse de la croissance, la Banque centrale desserrait le crédit, baissait les taux d'intérêt et ça repartait. Sauf que, là, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Pourquoi? Parce que, finalement, on n'est pas dans un cycle normal, on n'est pas dans une crise, on est dans un changement de modèle. Et un changement de modèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne revenez pas à l'état initial. Et donc, vous pouvez toujours faire des plans sur la comète sur... peut-être qu'un jour, Madame Yellen nous montrera ses taux. Madame Yellen... au mois de décembre de l'année dernière, a monté ses taux. Pourquoi? Pour pas passer pour une conne, c'est tout. Ça faisait 4 ans qu'elle le disait. Ça faisait 4 ans qu'elle disait « je vais monter les taux ». Fallait bien qu'elle les monte. Alors elle les a montés. Voilà, justement, c'est pour ça. J'aimerais qu'Andreas nous dise... Alors Andreas, dites-nous comment vous pensez qu'ils peuvent aller dans une série de relèvements de taux avec la bulle de dette. Et vous pensez qu'elle va tenir, cette bulle? Vous pensez qu'on peut relever les taux comme ça sans qu'il y ait de crack? C'est techniquement impossible. Donc. Alors, juste pour se mettre dans le contexte, en 2008, effectivement, on a eu la crise des subprimes, mais avant la crise des subprimes, il y a une bulle immobilière qui a éclaté aux États-Unis, bien avant, en 2005. Oui. Donc, on n'est plus vraiment dans le même contexte. Si on regarde le marché immobilier américain aujourd'hui, on n'a pas de bulle. Ah, mais c'est pas l'immobilier, c'est la bulle de dette corporate, la dette d'entreprise. Okay. Cette fois-ci, on a bien dit que c'était une autre bulle. Mais elle n'en est pas néanmoins aussi grande, même plus grande que celle de la bulle immobilière. Et puis en 2000, c'était une valeur technologique, chaque fois un peu des bulles différentes sur des actifs. Mais là, c'est la dette des entreprises high yield. C'est ça la bulle. Donc vous me dites que ces entreprises ne sont pas solvables. Typiquement chez Shell Oil. Le Shell Oil a corrigé, il y a eu vraiment une bulle qui a éclaté. Exemple de mauvaise allocation d'actifs liée à des taux zéro où on peut faire n'importe quoi. Oui, le gaz de schiste a été financé et refinancé frénétiquement jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un crack. On n'a pas eu tellement de cas de faillite dans les entreprises de Shell Oil, de pétrole de schiste. Ah si, on a eu quand même des grandes faillites et des... Justement. Il y en a quelques-uns qui sont restés sur le carreau quand même. Oui, mais forcément, il y en a quelques-uns. Mais on a eu des régions qui ont été vraiment sinistrées, qui le sont toujours. Il y a bien sûr des cas. Il y a toujours des cas de faillite, mais je dis, il n'y a pas eu des faillites en chaîne. Okay, et d'ailleurs, je le répète, d'ailleurs, à ce niveau-là, les entreprises, on disait tout le temps qu'elles avaient un coût de production de $90. Ensuite, on disait qu'elles avaient un coût de production de $80. Aujourd'hui, ils arrivent à avoir un coût de production de $50. Pas toutes. Pas toutes, mais on est en train de remonter au-dessus de $50.
Au contraire, moi je pense que c'était un choc pour les États-Unis parce que c'était porteur pour son économie, le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Il y a eu ce choc pétrolier et l'économie américaine est toujours là et elle survit. Moi, je pense que ça montre sa résilience et c'est un point positif. Alors, est-ce que vous avez noté, c'était en début de semaine, cette réflexion de Stanley Fischer, donc le numéro 2 de la Fed, le bras droit et successeur putatif de Janet Yellen. Il a déclaré, aujourd'hui, la structure de taux telle qu'on la constate, c'est une structure de taux classique et compatible avec un scénario de récession. Donc, c'est destiné à faire réagir évidemment l'auditeur. Quoi, les États-Unis en récession? Mais pas du tout. On a encore 1,6% de croissance. Donc M. Stanley Fischer ne fait que dire alors, si vous considérez qu'on n'est pas en récession, alors les taux ne sont pas du tout là où ils devraient être. Sauf qu'effectivement, nous n'arrêtons pas de démontrer que 50 points de plus sur les taux, c'est probablement l'amorce du dégonflement de la bulle. Mais moi, j'ai même une idée toute bête et très terre-à-terre. Je suis désolé, j'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte. Mais quand depuis des années, les opérateurs sur les marchés, avec de l'argent créé à partir de rien, de l'argent qui leur est avancé en quantité illimitée, quand la seule raison d'acheter des actifs qui offrent maintenant des rendements négatifs, c'est de se dire, j'ai payé un emprunt émis à 100, je le paye 101, je n'aurai aucun dividende, c'est ce que Sanofi et Henkel ont fait, émettre des emprunts qui ne distribuent pas de dividendes. Pourquoi les acheter? Eh bien parce que j'ai cette garantie tacite que ce que j'ai acheté 100, ce qui est déjà un prix idiot, je pourrais le revendre 102, 103 parce que j'ai la banque centrale derrière moi. Or, si d'un seul coup, cette promesse disparaît, voilà. Et je suis d'accord avec vous, mais complètement d'accord. C'est vrai que M. Fischer a raison d'un côté en disant si les taux restent où ils sont et qu'on trouve que c'est normal, ça veut dire que les États-Unis vont vers une récession. Et ils vont probablement, effectivement, vers une récession. Si on monte les taux, on aura à la fois une explosion sur les marchés et on aura également une récession. Mais le problème, c'est que, comme j'expliquais, la stratégie du sac de sable, c'est que vous ne pouvez pas rester les bras croisés face au tsunami qui arrive au loin. Il faut que vous vous agitiez, il faut que vous fassiez croire au peuple que vous êtes capable de faire quelque chose. C'est ce qui se passe depuis 4 ans. Puisqu'on parle de la logique de resserrement, le dollar, il est donc monté sur l'idée que la Fed allait resserrer les taux. Depuis 4 ans, le dollar, on l'annonce qu'il va monter grâce à la remontée. Mais le problème, c'est parce que c'est parce que les... Le chef économiste de l'UBS qui disait récemment, il y a des montées sur des espérances qui n'ont jamais été matérialisées. Le problème d'une hausse de taux, c'est qu'on va être obligé de refaire les calculs. La prime de risque sur les actions, elle ne sera plus la même, forcément. Puisque entre de l'argent gratuit et de l'argent qui est plus gratuit, voire moins abondant, forcément, on est obligé de revoir tous ces modèles et les projections à 3-4 ans sur la valeur des actions. Mais ça, les actions, c'est tout petit. Le marché des actions, en termes de volume, d'échanges quotidiens et de dérivés, c'est peanuts. Ce qui est énorme, c'est la masse de dette assortie d'un rendement négatif. Et aujourd'hui, on est à 36% de la dette émise et 36% de dette achetée pour des mauvaises raisons. J'ai payé 100 et je revendrai 101, 102, 103. Là, vous avez des paris physiques et des paris synthétiques dessus. Et ça n'arrivera pas. Et ça n'arrivera pas si on ne rajoute pas d'argent et si on ne fait pas baisser toujours plus les taux. Tous ceux qui ont acheté des actifs pour de mauvaises raisons, les revendront de la façon la plus rationnelle qui soit. Face à qui? Face à une banque centrale qui n'en peut plus. Oui, moi, je pense, Andreas, là, même la Fed, elle connaît ce risque de bulle obligataire. J'ai envie de dire... j'en étais sûr. Non, c'est pas ça. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si on est tellement dans une bulle et dans une économie qui est surleveragée, où est l'inflation? Où est l'inflation? Oui, Merci. On devrait être en hyperinflation. Très bon sujet. Où est l'inflation? Pourquoi? Je vous rappelle juste les cours d'économie de base. C'est quoi l'inflation? C'est la masse monétaire. Vous m'apprenez pas les cours d'économie de base, je suis désolé. La vitesse de circulation, elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans l'économie.
c'est un jeu à somme nulle. Si vous voulez, aujourd'hui, le système financier, c'est quoi? C'est tous ensemble, on fait un énorme Monopoly. Mais si vous sortez avec des billets de Monopoly et que vous essayez de vous acheter une voiture, vous allez vous faire recevoir par le concessionnaire. D'accord? Donc, c'est très bien entre nous. On fait mumuse avec des billets qui valent rien, mais on fait mumuse. Sauf que ça ne rentre pas dans l'économie réelle. Donc, vous ne pouvez pas avoir d'inflation, puisque ça ne circule pas. Donc on produit rien. Non, mais alors là, est-ce que je peux pas... Là, j'aimerais dire sur l'inflation. On consomme rien, on produit rien. Non, mais on produit, on consomme. Pardon, Olivier, mais l'inflation, elle est dans l'économie réelle, mais elle n'est pas mesurée par l'indice. En fait, on vit dans la matrice, quoi. Non, alors, moi, je suis là, d'accord, Andreas, il y a une économie, il y a de la production, il y a de la consommation, mais les indices de prix à la consommation qui existent, aux États-Unis notamment, en Europe, leur méthodologie a été redéfinie de telle façon qu'ils n'incluent plus rien de ce qui monte. Ni les primes maladie, ni la valeur d'un steak par rapport à la même valeur du même steak il y a 5 ans, puisque c'est plus du tout ça la méthodologie pour calculer l'inflation aux États-Unis. Ils ont pris une méthodologie qui vous fait comparer des produits similaires à prix équivalent, et donc vous n'avez plus du tout la comparaison de la même denrée d'une année à l'autre. Et donc, la méthodologie des années 90 du CPI vous donnerait aujourd'hui une inflation de 7%, peut-être, ou de 10% si on prend celle des années 80, du département du commerce américain. Donc, ça, c'est quelque chose il y a des sites qui vous recalculent l'inflation d'après la méthodologie ancienne des États-Unis et qui vous montrent exactement qu'est-ce qui a été exclu des indices d'inflation. Autre chose, quand il y a eu la bulle des subprimes, Alan Greenspan lui-même dans son livre, comment ça s'appelle? The Age of Turbulence, l'âge des turbulences, a reconnu que l'inflation immobilière et boursière, c'est-à-dire la hausse du prix de ces actifs, devrait d'une manière ou d'une autre être incluse dans les indices d'inflation. Il a reconnu ça dans son livre. Même moi, je me suis dit, dis donc, c'est trop facile. Il a fini son mandat, après il reconnaît les choses, et hop, voilà, c'est parti aux oubliettes. Et on a un indice d'inflation qui sous-estime toujours, et les Américains le savent, puisque vous avez parlé vous-même de la stagnation pour l'Américain qui est en déclassement, qui passe de classe moyenne à classe populaire. Il sait très bien que cette inflation est réelle au niveau des denrées, au niveau des prix du gasoline, du gasoil, et au niveau de tout ce qu'il achète tous les jours pour sa consommation, au niveau des prix de l'immobilier, au niveau des actifs financiers. Il voit très bien qu'il y a l'inflation, seulement le CPI ne mesure plus rien aujourd'hui. Ni les primes maladie, ni aucun des besoins des dépenses courantes. Ouais. Il est évident que la constitution d'une épargne retraite devrait faire partie du calcul, entre guillemets, du coût de la vie. Alors déjà, ça amènerait à approfondir la réflexion sur la pyramide des âges et beaucoup de choses qu'on ne fait pas, puisqu'on repousse toujours la canette au bout de la rue, comme le veut le dicton anglais. Aujourd'hui, si je veux obtenir le jour de ma retraite, par exemple, un rendement, ou plutôt une pension de 3 000 francs suisses par mois, il y a 5-6 ans, j'obtenais 3 000 en plaçant 70-80 000 francs suisses. Aujourd'hui, pour obtenir ces 3 000, mais je ne les obtiendrai jamais, puisque les taux sont négatifs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé d'accumuler de l'argent qui ne me produira rien, de l'argent même qui va peut-être me coûter, ne serait-ce que pour me dire, dans 15 ans, dans 20 ans, si je veux au moins pouvoir faire face aux frais qui n'arrêtent pas d'augmenter, s'ils ne sont pas dans l'indice des prix, non, moi je les paye quand même. Donc, le coût de financement de ma retraite augmente énormément. Et si on se dit aujourd'hui qu'il faut acheter des actions pour se constituer une retraite parce que l'obligataire ne rapporte rien, je rappelle quand même qu'une action n'est pas une obligation, c'est-à-dire que quand vous l'avez payée 100, elle ne sera pas remboursée au père à 100. Vous ne savez absolument pas ce qu'elle pourra valoir. Demandez aux actionnaires de Montepaschi ou de Deutsche Bank. On ne sait pas. Deuxièmement, le rendement de l'action, certes, on nous dit aujourd'hui, vous avez encore 2,5% de rendement. Sauf que ces 2,5% de rendement, je les obtenais en 2009 avec un S&P à 666. Aujourd'hui, pour obtenir $2 000 de pension, il faut que je paye 2240.
c'est pas pareil du tout. C'est-à-dire que pour obtenir $2000 à la sortie, il a fallu que je triple ma mise quand même. Donc, on n'arrête pas de nous enchanter avec la vie merveilleuse des actions, etc. Mais il n'y a aucune garantie que les 100 que vous avez mis vous seront remboursés. Et aujourd'hui, pour 2000 ou 3000 de revenus ou de pension à la sortie, mais il a fallu se crever et épargner 3 fois plus. Donc ça va pas. Avant de donner la parole à la salle, j'avais envie d'encore vous demander, c'est quoi les monnaies fortes qui vont être, c'est quoi les monnaies sur lesquelles il faut parier pour les 10 prochaines années? Parce qu'on n'est apparemment pas d'accord avec Olivier sur le yuan. J'ai jamais personne qui est d'accord avec moi sur le yuan. Je me sens toujours très seule sur le yuan parce qu'on aime. Voilà, il y a beaucoup de méfiance à l'égard de la Chine. Vous avez donné des arguments. Je dis pas, mais c'est en gros, moi, ce que je vois là, c'est qu'on vit la fin des monnaies fortes. Il n'y a plus aucune monnaie forte, plus aucune monnaie candidate à occuper le statut de monnaie forte ou même de monnaie de référence, parce qu'une monnaie de référence doit être une monnaie forte. Donc, vu que la sterling, l'euro, le dollar sous-enchérissent et le yen, et que chacune essaye d'être la moins forte possible, et que quand elle monte, c'est une malédiction. Et même le franc suisse, vous savez tout ce que la Banque nationale fait ici pour affaiblir le franc suisse. Elle est prête à utiliser des moyens vraiment démesurés. Et donc, c'est la fin des monnaies fortes. Plus personne ne veut avoir de monnaie forte, mais il y a un pays, à mon sens, qui est candidat à avoir une monnaie forte et qui a les moyens de ce statut, c'est la Chine. Voilà. Alors en gros, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il y a un krach imminent au niveau de l'immobilier chinois et au niveau du système bancaire chinois. Ça fait 10 ans, parce que c'était quand j'étais arrivée chez Bilan, et on était déjà en train d'écrire des articles sur le krach imminent de la Chine, sur son marché immobilier, puis après sur ses banques, et voire sur les deux en même temps. Donc le China bashing fait beaucoup aussi. Vous savez, entre les zones monétaires et les zones financières, il y a énormément de marketing et de dénigrement les uns des autres aussi. Et donc il ne faut pas tout croire. Et donc voilà, moi le préjugé contre la Chine, je vois qu'il y a une monnaie on n'a aucun préjugé, Mirette. Une monnaie qui a les moyens de ses ambitions. C'est totalement objectif. Il y a 10 ans, la croissance chinoise n'était pas celle d'aujourd'hui. Il reste une monnaie, oui. Voilà, l'écu en or. Ah, l'écu en or. Ah, ouais, intéressant. Alors, on va venir sur l'or, si vous voulez. Après, mais on va aussi prendre vos questions. Mais, alors, qu'est-ce que vous disiez sur la Chine, Olivier, pardon? Sur la Chine, les choses ont évolué. Il y a 10 ans, la Chine avait de la croissance, parce qu'il y a 10 ans, le monde était en croissance. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais il n'y a aucun... Donc, pardon, je vous interromps. C'est difficile de vous interrompre, cher Olivier, parce que vous, quand vous partez... Mais, parce que comme le temps se fait court, aucun pays ne peut croître à 12% pendant 130 ans. C'est un boom. Il y a un mouvement démographique, un mouvement de classe moyenne qui émerge, etc. Puis à un moment, ça se normalise. C'est normal. C'est pas fait pour durer éternellement. J'ai dit simplement que les choses évoluent et qu'aujourd'hui, la Chine a des problèmes et des problèmes qui sont insolubles. Donc, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays. Et qu'est-ce que vous faites? Ils vont souffrir. Alors maintenant... Qu'est-ce que vous faites de la demande internationale pour le yuan? Parce que c'est ça le facteur. Si vous me dites que dans quelques temps, on changera de système monétaire et que la Chine aura sa place dans un nouveau système monétaire, je vous dis oui. Maintenant, quel sera-t-il? Comment ça se passera? Qu'est-ce que ce sera? C'est le marché qui fait le système monétaire. Est-ce que ça sera le yuan? Je vous dis pas, les Américains, ils vont pas lâcher leur dollar comme ça. Ah oui, on est d'accord. Donc ça risque d'être sérieusement compliqué. C'est déjà très tendu. Alors, que les Chinois s'y préparent, que les Chinois achètent plein d'or pour pouvoir arriver à la table de négociation en disant « j'ai les plus grosses », oui. Tout à fait. Voilà, mais il y a quand même d'autres critères pour avoir une monnaie forte. Ça sera une négociation, et qu'une négociation, on ne sait jamais ce qui va en sortir. Parce que ça va être des compromis politiques, ça va être des rapports de force,
et que je ne Du suis militaire, pas certain il y a le facteur militaire. que ce Ouais, soit bien sûr. le yuan qui soit le grand gagnant de l'histoire. D'accord. Andreas Alors, puisqu'il est, une des raisons pourquoi le dollar aujourd'hui est la monnaie de référence, c'est aussi parce que c'est la plus grande économie mondiale, bien sûr, mais aussi le plus grand importateur mondial. Donc, quand ils importent, les gens vont vendre des produits aux États-Unis et vont avoir des dollars. Ces dollars sont en circulation à l'étranger, ça devient une monnaie d'échange de référence. Okay. La Chine est la deuxième économie mondiale, donc elle pourrait prétendre à gagner en importance. Aujourd'hui, elle est encore beaucoup trop axée sur les exports et pas sur la consommation domestique pour que le yuan devienne une monnaie importante pour les étrangers. Le jour où les étrangers vont faire beaucoup, avec une économie plus ouverte, vont faire beaucoup plus les affaires en Chine, elles seront beaucoup plus intéressées au yuan, vu qu'elles vendront au yuan et elles auront du yuan. Et ça deviendra une monnaie d'échange majeure. Mais pour l'instant, elle est dans une période de transition où sa croissance a été basée principalement sur des gros projets, sur l'immobilier, sur des infrastructures. Aujourd'hui, elle veut baser sur sa croissance, même si ça se fait très lentement, sur une croissance de services, sur une croissance plus mûre et une économie plus ouverte. Mais rappelons aussi que pour qu'une devise devienne une devise de référence, il faut qu'elle soit stable. Okay. Aujourd'hui, le yuan est encore pégé au dollar d'une manière, dans une certaine tranche. Donc, pour être devise de référence, personne ne va se satisfaire d'une simple copie du dollar. Oui, on n'est pas encore là, c'est une perspective à 10 ans. Oui. Alors, Philippe, et après on passe aux questions. Oui. D'abord, en Chine, tout est biaisé déjà par le fait que les chiffres sont faux. Mais heureusement, les Chinois de Chine connaissent la réalité. J'ai eu la chance d'en croiser. Ils avaient un excellent aphorisme. Ils me disaient, chez nous, tous les chiffres sont faux, mais le comportement du marché est juste par rapport à la réalité que l'on connaît. Alors que chez vous, tous les chiffres sont peut-être vrais, mais le comportement de votre marché est totalement faux, puisqu'il est administré par les banques centrales. Alors en Chine, il n'y aurait pas de bulle immobilière, ou il n'y en aurait plus, si c'était un vrai marché. Puisque les 62 ou 63 millions de logements invendus, c'est autant d'investissements qui sont à mettre à la poubelle. C'est les banques, elles peuvent planter le drapeau, c'est de la perte sèche. Pourquoi ça continue ? Parce qu'on continue de construire. Alors, ce qui se vend et ce qui connaît une expansion phénoménale au niveau des prix, c'est le centre-ville près des bonnes écoles et des bonnes universités. Les gens sont prêts à payer n'importe quel prix. Et ce qui se construit en province, en périphérie, les villes nouvelles, etc., il n'y a pas de boulot, donc personne n'achète. Mais si c'était une vraie économie de marché, tous les promoteurs qui ont fait faillite auraient déjà arrêté et il n'y aurait plus de bulle immobilière. Mais les Chinois, cherchant par tous les moyens, et Olivier a raison, à recycler leur yuan parce qu'ils n'ont aucune confiance, pour l'instant, que ça va devenir une monnaie forte. Pour l'instant, ils ne sont pas de votre avis du tout, les Chinois. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils exportent leur yuan, ils le convertissent dans tout ce qu'ils peuvent, dans le yen. Et puis, aux États-Unis, je vous le rappelle, 35% de tous les biens immobiliers à plus de 500 000 $ aux États-Unis sont achetés par des Chinois. Alors, soit en direct, soit par le biais de trusts immatriculés dans le Delaware et maintenant, je crois, également dans l'Utah, de façon totalement anonyme, car les Américains sont en train de piquer le marché de l'anonymat à la Suisse. C'est pourquoi ils ont mis la pression sur la Suisse. C'était pour vous piquer le marché de l'anonymat qu'ils proposent maintenant aux Chinois, aux Saoudiens, etc. Vous retournez le couteau dans la plaie. Voilà. Non, on leur a donné le secret bancaire et ils ont pris nos parts de marché facilement. Je voulais juste vous rappeler que les Chinois sont aujourd'hui les plus gros acheteurs de biens immobiliers aux États-Unis et sont les plus gros acheteurs également dans le haut de gamme. Donc, ça veut dire quoi ? Que les Chinois, effectivement, essayent de dépenser et ils essaient de dépenser autant qu'ils peuvent leur dollar. D'accord. Les questions, s'il vous plaît. Alors, on a 2 messieurs devant, s'il vous plaît, à micro. En ligne. On vous entend pas ? Oui, oui. Alors, j'ai une question qui a été posée avec le hashtag Swiss Trading Day. Oui. Donc, la question est la suivante. Suite aux élections américaines, quelle sera la situation en Suisse et l'avenir de sa monnaie ?
Suisse. Pour la Suisse, alors je ne sais pas, Andreas, vous voulez répondre à ça? La situation En Suisse et l'avenir du franc suisse. Alors, je ne suis pas sûr que ça a un impact absolument, comment dire, direct, un impact très important sur l'économie suisse ou le franc suisse. Le franc suisse est plutôt lié à ce que la BCE va faire et ce qui se passe en Europe, comme les élections françaises ou encore le vote constitutionnel en Italie. Je ne suis pas sûr de voir un lien direct. Alors, je pense qu'on peut quand même dire que le franc suisse pourrait monter si Trump devait Effectivement, être élu, ou si on pensait qu'il pourrait être élu, le franc suisse va monter comme le dollar. Ça, c'est, effectivement, à court terme, il y aura c'est vrai que j'ai pas pensé à une ça. recherche de refuge. À court terme, oui. Voilà. Mais je pense que c'est, comme le disait aussi Olivier, ça a souvent des effets à très court terme. Mais les politiques à plus long terme, c'est pas ça qui va guider le marché. Mais les républicains ont traditionnellement été plus favorables à la Suisse parce que leur approche par rapport à l'évasion fiscale et à l'offshore a toujours été moins interventionniste que les démocrates. Et donc c'est vrai que sous Bush et Reagan, etc., ils n'ont vraiment pas embêté la Suisse en termes de place financière et d'évasion fiscale. Ça, c'est une chose. Bon, maintenant, cette bataille, elle est perdue. Donc, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins interventionnistes avec ça. Mais ça n'empêche pas que la concurrence est bien là sur des secteurs qui pourraient les intéresser. D'autres idées, Olivier, sur la Suisse en cas d'élection? Je crois que suivant ce qui peut on arriver. parle beaucoup de guerre des monnaies et je pense que c'est totalement dépassé. C'est-à-dire que, souvenez-vous ce qu'on a dit sur l'euro. L'euro baissait et c'était génial. On allait voir ce qu'on allait voir. On allait voir une reprise phénoménale. On a vu un petit peu, hein. Il y a eu de la croissance. Non, on n'a rien vu du tout. 2013-14. On n'a rien vu du tout, absolument rien. Et pas dû à la baisse de l'euro. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est un modèle qui est totalement dépassé. Avant, vous étiez avec des économies qui produisaient dans le pays et qui vendaient à l'extérieur. Depuis, il y a un truc contre lequel tout le monde a crié, qui est la mondialisation. On a dit les entreprises se mettent à l'étranger sur leur lieu de vente. Et si elles se mettent sur leur lieu de vente, elles n'en ont rien à faire de leur monnaie. D'accord? Aujourd'hui, elles peuvent neutraliser leurs coûts. Les grands exportateurs, quand vous prenez la France, vous avez tout le tissu des PME qui n'exportent pas. Donc, elles, on s'en fout. Okay? Il y a tous ceux qui exportent en Europe. On s'en fout aussi de la baisse de l'euro. D'accord? Et puis après, il y a tous ceux qui exportent réellement dans d'autres monnaies. Ça, généralement, c'est les grosses. Et les grosses, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles se délocalisent dans d'autres pays. Donc, on s'en fout de la baisse de l'euro. Oui, mais sauf... attendez, sauf... C'est un vrai modèle. Alors, on est toujours sur des modèles anciens, parce que on est toujours sur des économistes morts et sur des modèles anciens. Mais c'est classique. Et donc, on est là en train de se dire, il faut qu'on fasse baisser l'euro. Alors, il y a des Mais questions ça dépend là. du modèle économique. Oui. Aujourd'hui, franchement, la Suisse, c'est pas son modèle économique d'avoir une monnaie au tapis. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que vous vendez des trucs de luxe et que, excusez-moi, mais quand vous vendez des trucs de luxe qui sont fabriqués réellement en Suisse, on se tape complètement d'avoir une différence de 10%. La montre à 40 000, qu'elle soit à 40 000 ou à 44 000, excusez-moi, mais ça ne change rien du tout. Ah oui, mais vous ne pouvez pas faire toute une économie dans le luxe, hein, Olivier. En effet, que les Chinois qui fabriquent des cochonneries, et la cochonnerie, il faut la vendre pas cher. Et donc là, en effet, quand on a un modèle économique comme ça,
eh bien, on a intérêt à avoir une monnaie faible. C'est très Pas une schématisé, mais c'est vrai. Mais il y a aussi j'exagère un la peu, mais ça, c'est mon consolidation. caractère. Quand vous délocalisez, vous générez vous neutralisez votre impact monnaie sur les coûts, mais après vous consolidez vos bénéfices dans la monnaie de votre siège, encore à moins que vous ne purement déplaciez comptable. les sièges. Oui, Mais c'est purement comptable. Mais c'est votre bénéfice, il est présenté comme ça. Ça ne Oui. vous fait pas gagner finalement plus d'argent. C'est très comptable. ça. Attendez, là, il y a un biais quand même que vous, j'imagine, vous l'avez tous remarqué, c'est que ce qui coûte le plus cher aujourd'hui à l'industrie horlogère suisse, c'est pas un franc suisse fort, c'est la lutte contre la corruption en Chine. Bon, donc c'est voilà. Mais la Suisse comme l'Allemagne peuvent s'accommoder d'une devise forte, mais ne peut pas s'accommoder effectivement d'une chasse à la corruption. Mais heureusement, en Chine, à mon avis, ça va pas durer. Le naturel va reprendre le dessus. D'accord, merci, parce qu'on aimerait aussi des questions de la salle. Ma chère Mérette, bonsoir, merci Bonsoir, beaucoup. Marat. Voilà. Non, en ce qui concerne la Chine, alors mon avis personnel, c'est vrai que ça peut pas devenir une monnaie de référence tant que d'une part, effectivement, eux, leur monnaie de référence reste le dollar, et tout est fixé par rapport au dollar, et puis aussi que ce n'est pas une économie ouverte qui est dominée par un parti qui contrôle les statistiques à sa guise, et que beaucoup de Chinois, aussi bien riches que jeunes, ils cherchent surtout à partir, ou en tout cas c'est leur souhait ultime. Bon, sur 1,5 milliard, ça va. Non, mais le président a vraiment dit que l'internationalisation du yuan était quelque chose qui était en marche et que d'ici 2020, même je crois 2020, il a dit que c'était fait, l'internationalisation allait être terminée. Donc eux, ils y vont quand même au pas de charge. Mais ça, c'est au niveau du gouvernement et de la Banque de Chine. Après, si la population a d'autres penchants et d'autres convictions, ça, c'est possible. Mais ce qui est intéressant, une vraie politique d'internationaliser cette monnaie et d'en faire une monnaie de référence, ça a été affirmé, ça a été déclaré. Depuis longtemps déjà, ils en parlent. Mais ce qui est intéressant aussi, le dollar reste toujours... Si on regarde le cas du Zimbabwe, par exemple, quand ils avaient cette inflation faramineuse, eh bien, on ne peut pas prétendre que Robert Mugabe soit très proche des États-Unis, pour raison quelconque. Pourtant, voilà, ce qu'ils ont fait, ils ont remplacé tout à fait la monnaie zimbabwéenne par le dollar. Mais c'est les Allemands qui les leur imprimaient et qui les leur transportaient, qui étaient engagés pour ça. Très bien. Mais ça marche. Mais la question que j'aimerais poser, je ne sais plus lequel de Philippe d'Olivier a traité Madame Clinton de folle. Alors bon, c'est Olivier, je crois. Ok, alors je veux bien, mais c'est quand même... alors je ne crois pas que vous soyez médecin, c'est un constat clinique normalement. J'ai pas l'impression que ce soit dans le dossier médical. Elle est cliniquement folle. Non mais attendez, alors si vous voulez développer cela, parce que, bon, moi je veux bien croire qu'elle soit proche des conservateurs, qu'elle soit de l'establishment, enfin des choses, je veux bien, mais sa folie, comment vous l'exprimez? Parce que au fond, dans ce cas-là, Donald Trump, moi je pense qu'il est un peu plus dans la folie qu'elle, enfin à mon avis personnel. Mais je ne sais pas, faites alors son diagnostic. Écoutez les déclarations de Madame Clinton. Est-ce que quelqu'un qui aspire à présider les États-Unis est obligé de traiter M. Poutine de Hitler fascisant? Est-ce que c'est intelligent? Non, je ne crois pas. Même si elle le pense. Elle a le droit. Les bombardements sur Mossoul, c'est des bombardements humanitaires. Les bombardements saoudiens avec des armes américaines sur les civils à Sanaa, c'est un bombardement humanitaire. Alors que Poutine qui bombarde Daesh et des apprentis terroristes venus de Chine, venus de tous les pays d'Europe, dans l'est d'Alep, là c'est vraiment de la barbarie pure. D'accord, merci, c'est bien d'avoir... chacun a sa propagande, c'est sûr. Hein, Marat. Monsieur devant, s'il vous plaît, on aimerait avoir... J'ai encore une question. Ouais, on n'a pas pris beaucoup de questions de la salle, mais d'accord, allez-y. Toujours avec le hashtag Swiss Trading Day, quelqu'un du public voudrait que vous parliez un peu plus de l'élection d'Hillary Clinton. Donc, quelles vont être les conséquences de son élection? Parce que beaucoup a été dit de Trump, mais très peu de Hillary Clinton. Peu de Hillary Clinton. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je ne sais pas, de toute façon, elle n'est pas élue encore. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les élections, c'est une chance sur deux. Et donc, très franchement, aller faire des plans sur la comète, sur peut-être que ça sera Hillary, et qu'est-ce qu'elle fera quand elle sera là-bas, ou est-ce que ça sera Donald Trump, et qu'est-ce qu'il fera, etc. On parle dans le vide.
Attendons de voir qui va être élu, et puis après on verra. Alors, si jamais, quelques recommandations quand même dans la presse financière. Donc, si vous pensez que Hillary Clinton va être élue, vous devriez acheter les valeurs des énergies propres, panneaux solaires, les valeurs de la défense, les assurances, la sécurité. Vous devriez parier sur plutôt une détente du dollar, une baisse du franc suisse et du yen, et une hausse du dollar canadien et du peso qui sont sous pression avant les élections. Ça, c'est un peu ce qu'on peut lire dans les recommandations des analystes qui prennent des positions. L'or, oui, c'est vrai. Alors, l'or, question à tous les panélistes et à ceux qui veulent intervenir dans la salle. On constate depuis quelques années que la Fed a une doctrine anti-or, selon moi, dans son langage à propos de l'or, en le transformant, en le décrivant comme un actif volatile qui n'est pas rentable et comme une relique barbare, etc. Et ça, c'est une doctrine, parce que la vue sur l'or a pu être complètement différente à d'autres époques. Donc, la BNS, en Suisse, a repris cette même doctrine à son compte et tient exactement le même discours. Ce qui fait que les banques centrales aujourd'hui ont des arguments qui permettent de justifier qu'il n'y a absolument pas de réserve d'or ou des réserves d'or vraiment minimales, parce qu'on va mettre sur pied d'égalité la réserve monétaire, qui est du papier, qui couvre du papier en gros, et l'or, qui est un actif tangible, qui a prouvé ses vertus de refuge depuis des millénaires. On va le mettre sur le même pied d'égalité qu'une réserve monétaire papier. Et moi, je remets ça en question personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je ferais observer déjà que le Canada, aujourd'hui, dès qu'on dit le mot Canada, tout le monde voit le jeune Justin Trudeau, symbole de modernité, etc. Mais ce qu'on dit beaucoup moins, c'est que le Canada a liquidé la totalité de ses réserves d'or. La totalité. Et le Canada est quand même encore un des grands pays producteurs. Alors loin derrière la Chine, la Russie, c'est entendu, mais ça reste comme un pays producteur. Et le Canada a fait ce pari, effectivement, de l'orthodoxie, alors celle qui effectivement défend la Fed. Le Canada l'a tellement adopté qu'il l'a mis en application jusqu'à vendre son dernier petit sac de poudre d'or. C'est un cas unique dans le monde. Oui. En face, vous avez des gens qui en accumulent, c'est-à-dire la Russie, la Chine, l'Inde historiquement, naturellement, et le pays d'Europe qui détient le plus d'or par rapport à ses réserves monétaires, c'est le Portugal. Voilà. Alors, la doctrine anti-or, c'est pas qu'une doctrine, elle se traduit très concrètement par des attaques répétées, des trous d'air de 3-4% sur l'once d'or, sans qu'on comprenne pourquoi, avant même qu'on ait la cotation à Londres, boum, d'un seul coup, il y a un paquet de futurs qui descendent, des paquets Alors, je pense d'options, et l'or est effondré comme ça, et, ça n'arrive jamais dans l'autre sens. Il n'y a jamais le contraire. Toujours la répression des prix. Exactement. On a vu que l'autorité monétaire financière allemande a d'ailleurs condamné plusieurs banques parce qu'elles manipulaient le fixing de l'or. Hein. Dont la Deutsche Bank, naturellement. Alors, quel est le but de ces attaques permanentes contre l'or ? C'est que comme elles ont lieu le plus souvent le matin, avant même que vous ayez pu prendre des précautions ou vous couvrir, c'est que vous êtes dans un état d'insécurité permanent. Il n'arrive que des mauvais coups sur l'or. Vous n'avez pas envie d'investir dans l'or, il est volatile. Il n'y a que des mauvais coups à prendre. Et c'est toujours quand on s'y attend pas, quand il n'y a aucune raison, aucune nouvelle, pam. Et surtout, aujourd'hui, son prix de marché ne reflète absolument pas la véritable demande que le public peut avoir pour l'or à cause de ces manipulations qui sont pratiquement avérées. Hein. On n'a pas dit que les banques centrales intervenaient directement, mais on sait en tout cas que certains desks bancaires ou de grandes banques ont été même condamnés par le BaFin allemand pour avoir manipulé cet or. Du coup, l'or exprimé en dollars, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut le mesurer, exprimer dans une autre matière première, à la limite, ou en francs suisses, pour avoir une véritable vision de son évolution. Mais exprimé dans le prix où il est coté, ça va plus vous parler de l'évolution du dollar que de la valeur intrinsèque de l'or. Juste en deux mots, Olivier. 1791, vous voyez que la doctrine date un peu, Oui, puisque vous aviez très exactement les mêmes discours
quand il a fallu que l'État français émette des assignats à tour de bras, il se trouve que vous regardez les discours et vous enlevez les noms et les dates et vous avez les mêmes discours qui sont tenus aujourd'hui. Donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier non plus. Quand vous avez des États qui émettent du papier, et on vous l'a démontré tout à l'heure, qui ne vaut pas grand-chose, il vaut mieux que les gens achètent ce papier-là plutôt qu'ils aillent se réfugier sur l'or. C'est ce qu'on essaie de vous vendre. Et c'est ce que, parce qu'on a compris que voilà. c'est donc le principal concurrent des monnaies nationales. Il faut quand même... En tout cas, AIG n'a rien contre l'or. D'ailleurs, vous pouvez l'acheter en ligne à tout moment. Ah, excellent. Bonne nouvelle. Merci, Andrea. Monsieur. Oui, j'avais deux petites questions. On a beaucoup parlé des Fed Funds et de l'élection américaine. Et je reste un peu sur ma faim parce que pour moi, il y a deux sujets plus importants. D'abord, les Fed Funds, ça veut absolument rien dire parce que c'est un taux qui ne sert à rien, sur lequel rien n'est indexé, alors qu'il y a un autre taux qui s'appelle le Libor dollar, qui a monté de 25 points de base pendant l'été. Tout le monde s'en fout. Donc pour moi, une montée des Fed Funds aujourd'hui ne serait ni plus ni moins qu'un réajustement des taux officiels sur le vrai taux de marché qui est le Libor 3 mois. Alors, l'autre question, c'est l'élection américaine. Et tu disais, Olivier, on s'en moque un peu. Et pour moi, ma question, c'est le prochain Black Swan, est-ce que c'est pas plutôt le référendum en Italie ? Alors c'est possible. Alors je voudrais rebondir sur votre question enfin sur votre remarque sur le Libor. Le Libor 12 mois aux États-Unis est à 1,50. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours encore, il était quasiment sur le 10 ans. C'est-à-dire qu'en gros, on était en inversion de courbe de taux. Je vous rappelle ce que ça donne une inversion de courbe de taux. C'est récession. C'est ce que dit Stanley Fischer. Hein. Donc, en effet, c'est beaucoup plus intéressant d'aller suivre le Libor 3 mois que d'aller imaginer que Madame Yellen va monter de 0,25 points pour de toute façon les rebaisser quelques mois plus tard. Elle l'a dit d'ailleurs. Il faut l'écouter. Quelquefois, elle s'oublie et elle dit des choses intéressantes. Hein. Pas souvent, mais ça arrive. Et donc, elle a dit, prochaine récession, on utilisera les taux négatifs. Et on achètera des actions. Et on achètera des actions. Les taux Bravo, négatifs, Madame Yellen. Encore une remarque intelligente de votre part. Bon, voilà, tout est dit. L'Italie, qui veut répondre sur l'Italie Moi, je pense. Sur l'Italie, c'est trop petit. Vous avez en effet 360 milliards, problème bancaire italien. On sait que... c'est beaucoup plus petit que Deutsche Bank en réalité. Toutes les grosses banques italiennes ont des soucis en ce moment. Alors, je ne sais pas si ce sera un sale Black Swan, pour la bonne et simple raison que si on connaissait le Black Swan, on ne serait pas là. Oui, mais par non, définition. je pense que je dirais que ça risque pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que M. Draghi fera ce qu'il faut. 360 milliards divisé par 80 milliards par mois, ça ne représente pas grand-chose. S'il faut émettre 360 milliards, il le fera pour soutenir des banques. C'est rien. Bon, alors... Moi, je peux... Le référendum avec si BP Grillo était élu, c'est ça ? En fait, M. Prodi, il a été quand même assez malin. D'abord, il en avait fait presque un enjeu personnel, en se disant je suis soutenu par les milieux d'affaires, je suis soutenu par la BCE, et tout le monde m'aime. Et puis, effectivement, comme la croissance ne revenant pas, le chômage restant élevé en Italie, il s'est rendu compte qu'il valait mieux pas personnaliser ce référendum et le transformer en quelque chose dont tout le monde se contrefiche, quelque part. C'est que l'enjeu, c'est
est-ce qu'on va ou non supprimer le Sénat en Italie? Voilà aujourd'hui la question. Alors qu'au départ, effectivement, c'était un vrai enjeu où on se disait, est-ce que vous acceptez nos réformes, une réforme constitutionnelle, une réforme des retraites, etc. Ouh là là là, on a rétro-pédalé. Et aujourd'hui, si le référendum est perdu, ça sera presque une victoire du Sénat. Ça ne sera pas forcément une défaite de M. Prodi. Ok, une question encore, s'il vous plaît. Je vous propose de passer à l'apéro et toutes les questions pourront être posées directement pendant l'apéro. D'accord, c'est vrai qu'on a faim, hein, ça fait 4-5 heures petit qu'on peu, est oui. là. Merci infiniment à tous et à IG Bank. C'était vraiment un très bon moment. Merci d'être restés avec nous. Hein. À tout de suite au cocktail.